Bonsoir à tous, bienvenue dans Buenos Aires Calcio, un Buenos Aires Calcio qui va débriefer à très très chaud le match de l'équipe de France contre la Belgique. Et puis aussi, on va débriefer bien sûr les premiers huitièmes de finale, en particulier ceux de l'Espagne et, comme je l'ai nommé, de la perfide Albion. De l'Angleterre. Ce soir, on va vraiment essayer d'analyser tout ça. Alors, on va pas faire très long. Pourquoi ? Parce qu'il y a le Portugal qui joue juste derrière. Déjà là, on a failli passer par les prolongations, donc finalement, on aurait peut-être un petit peu décalé Buenos Aires Calcio. Donc voilà, bon, en tous les cas, on est là, on va pouvoir en parler tous ensemble. Merci d'être là, d'être présent devant vos écrans. Donc oui, on va commencer par France-Belgique. J'ai appelé ça au bout de l'ennui. Très honnêtement, avant même le but des Français, j'avais nommé cette rubrique au bout de l'ennui parce que c'est de très très loin le pire match qu'on ait vu depuis le début de l'Euro. Très clairement, c'est vraiment un match avec un rythme, aucun rythme. C'est clair que et la France et la Belgique sont dans une position vraiment compliquée. En termes de jeu, la Belgique a proposé encore moins de choses que la France, donc c'est pour vous dire comment c'est faible. C'est très très faible, vraiment. C'est assez impressionnant d'ailleurs, comme Tedesco avait décidé d'attendre la France et de proposer strictement rien, peut-être en se basant sur, je sais pas, la vitesse de Doku. Les inspirations et de Carrasco, même si est-ce que Carrasco a encore de la vitesse, et les inspirations géniales de De Bruyne. Salut Kif Kony, ça fait plaisir que tu sois là. Merci d'être là. Donc voilà, donc c'est vrai que la Belgique n'a strictement rien proposé. Je pense qu'ils ont aussi essayé de la faire à la française mode 2018. Je pense qu'ils l'avaient pas digéré, même si Tedesco n'était pas l'entraîneur, c'était Martinez, l'entraîneur de la Belgique à l'époque. Néanmoins, ils ont décidé de la faire à la française, c'est-à-dire on attend, on contre, et c'est terminé. Ça a failli réussir, on va dire. C'est vrai que la frappe de De Bruyne, heureusement qu'elle est assez axiale, et puis heureusement aussi qu'on a un très bon gardien, parce que très clairement, Maignan fait un super match, tant en gérant la profondeur que sur sa ligne. Donc oui, clairement d'ailleurs, peut-être qu'on peut considérer qu'avec Saliba, c'est le meilleur joueur, Maignan. Donc Saliba, vraiment, prestation XXL sur Lukaku. Ça aussi, alors on pourrait faire des analyses défensives, plutôt bonnes sur la France, mais alors au niveau offensif, pas de... Voilà, un Kylian Mbappé complètement stérile comme d'habitude, enfin des frappes un petit peu au-dessus, des choses comme ça, mais là ça devient quand même assez inquiétant, la forme d'Mbappé, il fait plus aucune différence, ou plus exactement, tout le monde sait comment l'arrêter. Donc voilà, c'est prise à deux permanente et constante. Donc voilà. Kif Kony, t'as tout à fait raison. La sortie d'Openda en dit long sur ce qui va se passer, sur l'état d'esprit de la Belgique pour réussir à gagner. Très clairement, Openda, c'est un des seuls aussi qui offrait de la profondeur, avec Doku. À la base, en fait, tu peux comprendre son plan avec Carrasco, Doku et Openda. Et c'est vrai que quand tu sors Openda, tu te dis, en fait, je sais pas, moi, je peux pas te dire pourquoi tu fais ça. En fait, tu vas pas jusqu'au bout de ton plan. Tu laisses pas la chance à De Bruyne d'avoir plusieurs opportunités, plusieurs solutions quand il y a un contre. En même temps, des contres, il récupérait tellement bas, et encore quand il récupérait, parce que finalement, en fait, c'était très souvent une espèce de maîtrise complètement stérile de la France. Enfin bref, je me suis jamais emmerdé comme ça depuis le début de l'Euro. Il y a eu dans les troisièmes matchs des matchs qui étaient pas terribles, dont la soirée famélique où il y avait eu 2-0-0 dans les deux matchs simultanés. Mais quand même, pas à ce niveau-là, pas à ce point-là, des équipes qui ne voulaient pas jouer. À un moment donné, vous regardiez les blocs, il y avait 40 mètres entre le milieu de terrain et l'attaque, ou plus exactement, oui c'est ça, entre le milieu de terrain et l'attaque, dans les deux équipes, et les deux équipes étaient arrêtées. C'est-à-dire, personne ne pressait, personne ne voulait se faire prendre en compte, donc
Personne ne pressait, on attendait l'autre, rien de spécial. Et bah finalement, dans ce jeu de massacre, il est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire un CSC sur une espèce de demi-occasion où Kolo Muani probablement veut centrer plus qu'il veut tirer. Ou en tous les cas, s'il veut tirer, bah il nous fait un tir à la Kolo Muani, quoi. Et bah finalement, Vertonghen, avec une frappe topée, ça rebondit sur son genou et ça trompe son gardien. Bon... Voilà, ça pouvait se terminer que comme ça aurait très bien pu se terminer dans l'autre sens. Très honnêtement, la France n'a rien montré vraiment. Alors, ok, ils ont peut-être été un petit peu plus dangereux que la Belgique, mais quasi aucun tir cadré, parce que même le but de Kolo Muani, il est pour Vertonghen. C'est-à-dire que pour l'instant, la France est en quart de finale de l'Euro en ayant marqué 0 but dans le jeu. 0 but dans le jeu. Je ne sais pas si on se rend compte que l'équipe avec Kylian Mbappé, Dembélé, Griezmann, Thuram, etc. n'a marqué 0 but dans le jeu. 0. Que dalle, Walou, rien du tout. C'est incroyable. Donc voilà, je sais pas. En fait, cette équipe me fait penser à 2002, mais avec de la chance. C'est-à-dire une équipe éclatée au sol, un petit peu rincée, sauf que 2002 avait fait 11 poteaux, je crois, en 3 matchs de qualification, et n'était pas sorti des poules, et donc voilà, est terminé derrière l'Uruguay et le Danemark, je crois. Et pourtant, cette équipe, peut-être même encore plus faible que l'équipe de 2002, mais elle, en fait, elle a de la réussite. Parce que, animal de compagnie de Didier Deschamps, tout ça, quoi. Donc voilà. Donc mais en tous les cas, il n'y a rien qui est cadré, il n'y a rien qui rentre. Toutes les frappes, elles sont au-dessus. Bref. Enfin, voilà, quoi. Et puis, Mbappé, aucune idée, quoi. Il se sert absolument pas, en tous les cas, pas assez. On peut pas dire absolument pas, mais il ne se sert absolument pas assez de Théo Hernandez, de ses appels. Théo Hernandez, dans 8 cas sur 10, quand il fait un appel, de toute façon, il n'est pas servi. Alors que si tu le sers 1, 2, 3 fois, en fait, ça te laisse réellement des espaces parce que les gens sont obligés de le suivre à plusieurs, surtout que lui, c'est un dragster. Donc, utilise-le au début du match, serre-le, jusqu'au jour où tu le serres pas, et là, tu as de l'espace, en fait. Mais lui, il le sert jamais, en fait. À chaque fois, il se dit, il emmène un défenseur, c'est bon, il m'en reste plus que 3 à dribbler. Mais gars, tu sais pas dribbler, en fait. Si t'as pas d'espace, tu sais pas dribbler, Kylian Mbappé. Donc, il te faut de l'espace. Alors, fais en sorte de te créer de l'espace. Et tu crées de l'espace quand tu utilises à bon escient le mec qui dédouble. Pas juste pour te retirer un joueur sur les 4 qui sont là sur ton côté pour te marquer, en fait. Enfin, tu crois que t'es qui? T'es Ronaldinho? Non, t'es Kylian Mbappé. T'es un joueur extraordinaire. Quand tu es en déplacement, quand t'es à l'arrêt, tu sers à rien, frère. Que dalle. Voilà, je préfère le dire. Peut-être il m'écoute pas et on s'en fout. Il en a certainement rien à foutre, mais Kylian Mbappé ne sert à rien à l'arrêt, rien du tout. Donc, il faut qu'il crée de l'espace. S'il doit créer de l'espace, il doit jouer avec les autres, en fait. Il faut qu'il arrête de s'arrêter, de regarder le jeu, de toucher le masque et ensuite d'essayer de dribbler en 1 contre 1. Il sait pas le faire. Donc voilà. Donc voilà, ça m'énerve. Ça m'énerve de le voir jouer comme ça, alors que c'est pas comme ça son jeu, en fait. Là où il est toujours dangereux, c'est quand il a de l'espace. Mais il lui faut ses coéquipiers pour ça. Sinon, voilà. C'est la technique en mouvement qui a Mbappé qui est extraordinaire, qui a un niveau vraiment ultra élevé. Mais la technique à l'arrêt, c'est une chèvre. Hein. Enfin, c'est une chèvre. Je veux dire, rien de spécial, quoi. C'est un joueur lambda. Je pense que Doku, il est bien meilleur que lui, par exemple. Si on prend ne serait-ce que les joueurs en face. Bref, en tous les cas, c'était pour moi vraiment le pire match de l'Euro. Ça renvoie encore à une image vraiment pathétique de notre football. Alors Didier va encore nous dire la même chose. Oui, mais on a gagné, on est en quart de finale. Oui, d'accord. Mais tu penses sincèrement que contre le Portugal, ou son adversaire, on sait jamais, tu vas réussir à passer comme ça, en fait. C'est parce que le Portugal, c'est pas les mêmes. Hein. Parce que là, l'équipe de Belgique, on est bien d'accord qu'elle est au bout du rouleau, puissance 158. C'est-à-dire, il n'y a plus personne qui est au sommet de forme. Même De Bruyne n'a pas fait une super saison avec Manchester City. Tu sens que sa blessure l'a un peu diminué. Il a beaucoup de mal à revenir à son bon niveau. Doku, c'est Doku... Ouais, dans le système de Guardiola, il provoque, etc. Mais honnêtement, il n'est pas très efficace. Lukaku, j'en parle pas parce que voilà, il y a absolument strictement rien à dire sur Lukaku. Carrasco, je savais même pas qu'il jouait encore au football.
pour vous dire, de haut niveau, je parle, hein, peut-être il joue avec son fils dans son jardin, mais très honnêtement, voilà. Et puis après, au milieu de terrain, les Onana et des trucs comme ça, Onana, là, qui pense qu'il allait arrêter tout le monde, qu'ils avaient la meilleure équipe du monde, les vidéos qu'il a fait avec la fédération belge, je sais pas si vous les avez regardées, mais ça vaut le coup, surtout en ayant vu le match. Alors, c'est pas le pire, mais très honnêtement, c'est pas la peine de chambrer si c'est pour faire des matchs comme ça, quoi, où tu refuses absolument de jouer, quoi, en fait. Donc voilà. Après, Vertonghen, il fait son âge, mais bon, rien de spécial. Mais il n'y a plus rien en équipe de Belgique. Et puis, comme le dernier mur qui les sauvait un petit peu ces derniers temps, Thibaut Courtois n'existe plus parce qu'il s'est embrouillé. En fait, t'as un goal qui est lambda, enfin il est pas mauvais, hein, c'est pas un mauvais goal, mais c'est un goal lambda dans une équipe qui est soit en fin de vie pour la plupart des joueurs, soit dont il y a une génération qui revient, qui est vraiment pas du tout au niveau de la précédente. Enfin, quand tu as Théâtre, le gars de Rennes, titulaire dans ton équipe, c'est un problème en fait. Honnêtement, hein, Faes, c'est pareil, c'est un gros problème. Enfin, t'as des joueurs comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font dans l'équipe de Belgique? Enfin, je veux dire, s'ils prétendent à gagner quelque chose, qu'est-ce qu'ils font là, quoi? Moi, je préfère encore mon Rabiot, hein, largement, par rapport à Onana. Donc voilà. Bref, très très décevant, je vais pas m'étaler, c'était nul. Très honnêtement, c'était nul. Contrairement à hier soir. Oui, hier soir, l'équipe d'Espagne, la semaine dernière on disait la meilleure c'est l'Espagne. L'équipe d'Espagne n'a pas du tout déçu, hein, même si elle a été menée au score sur un espèce de circonstances de match, hein, et puis ça faisait plaisir, ça a mis un petit peu de suspense. La Géorgie est une équipe enthousiasmante, qui est tournée vers plus exactement, qui aime le jeu de transition et qui a deux beaux joueurs de transition devant. Donc bien sûr Kvaratskhelia et le joueur de Metz. Bref. Je vous laisse prononcer son nom. Mais donc, effectivement, c'était vraiment très sympa de les voir mener au score. Et puis moi, ça m'a amusé parce que je me suis dit, tiens, comment cette Espagne va réagir vis-à-vis d'un bloc bas qui va les attendre en contre, c'est-à-dire pile poil ce que l'Espagne de Luis Enrique ou l'Espagne de Lopetegui, juste avant, détestait. C'est-à-dire que l'Espagne, si elle n'arrivait pas à marquer en premier, si elle était menée au score, elle se désintégrait, en fait, parce que son jeu de possession stérile n'était pas avait besoin d'espace, et si tu restes dans ta surface, il se passait rien, parce que tu n'avais aucune verticalité. En fait, on a compris ce qui s'était passé, c'est que maintenant, là, il y a Lamine Yamal et Nico Williams, et en fait, ils les ont fait exploser, et c'est exactement ce qui manquait à l'Espagne. Donc vraiment, en fait, ça ne fait que confirmer la théorie, c'est-à-dire que là, l'Espagne a trouvé les deux pièces de puzzle qui manquaient absolument à son jeu, en plus d'un numéro 9 qui est... En fait, le numéro 9 de l'Espagne, en l'occurrence c'est Morata, n'a juste besoin que d'être mobile et dynamique. Parce qu'en fait, il va créer des espaces pour Nico Williams et pour Lamine Yamal, mais aussi pour les milieux de terrain derrière que sont Pedri, Rodri, et on l'a vu, Rodri, quand tu lui laisses de l'espace, il a une super frappe, hein, Manchester City en sait quelque chose, ils ont gagné une Ligue des Champions grâce à la frappe de Rodri, donc voilà, donc sincèrement, en fait, l'Espagne semble invincible. Le seul petit bémol que je peux trouver à cette Espagne, c'est sa défense, parce que le milieu de terrain, Fabian Ruiz, vraiment est très bon. Maintenant, les gens qui disent qu'il est incroyable et tout, non, il est juste très bon parce qu'il a Rodri avec lui. Donc voilà, quand tu as Rodri derrière toi, tu deviens instantanément très bon si tu es technique. Donc voilà. Pourquoi ? Parce que l'autre, en fait, il comble tout, en fait. Il voit tout, il est intelligent, il te met en permanence dans les bonnes situations, tu reçois la balle en permanence sur ton bon pied, dans la bonne direction, enfin bref. Quand tu joues avec Rodri, t'as l'impression que t'es un génie du football. Et honnêtement, parce qu'en fait, cette personne te met dans une situation absolument incroyable. Donc, voilà, Fabien Ruiz est un bon joueur qui, au Paris Saint-Germain, a beaucoup de limites parce qu'il est accompagné par des joueurs qui sont
moyennasse, on va dire, et quand il joue avec le meilleur milieu de terrain du monde, qui aurait dû, à mon sens, être Ballon d'Or la saison dernière, je parle pas de cette saison, parce que cette saison, voilà, mais je pense que l'année dernière, Rodri devait être Ballon d'Or, bah, très clairement, c'est clair que tu joues mieux, il n'y a pas photo, tout d'un coup, Fabian Ruiz, qui a une bonne frappe, qui a une bonne vista, qui a quand même une qualité de passe qui est au-dessus de la normale, bah, il devient super bon, voilà, et en plus, quand ton partenaire du milieu avec Rodri derrière toi, c'est Pedri. Bon, bah, forcément, hein, il y a un moment donné, quand tu fais un 1, il y a toujours le 2. Quand tu fais juste un coup d'œil dans un trou, bah, tout le monde prend l'espace. Enfin, bref. Voilà. Ils ont un super milieu de terrain. Mais la défense, c'est pas pareil. Laporte, le Normand, Carvajal et Cucurella, laissez-moi douter quand même. C'est pas, et pareil pour le goal, hein. C'est la seule limite que je vois. Alors en plus de la limite, on va dire psychologique, par exemple, là ils vont jouer contre l'Allemagne, qui va être probablement, pour moi, le meilleur match de l'Euro. Le Allemagne-Espagne de samedi va être extraordinaire, mais vraiment, voilà, ça va être un super match, et je pense que peut-être jouer à domicile en Allemagne, jouer contre l'Allemagne à domicile, ça peut être une limite intellectuelle, enfin en tous les cas de caractère de l'Espagne. On verra bien. Mais bon, après la défense c'est pas terrible, et c'est vrai que Musiala, Füllkrug, bah peut-être pas Füllkrug mais Kai Havertz ou des gens comme ça peuvent peut-être faire exploser la défense de l'Espagne. Il faudra voir. Ça, c'est un peu la limite. Mais en tous les cas, vraiment, une superbe Espagne qui m'a ravi vraiment hier soir. C'était vraiment splendide. Donc voilà, je suis super content de les voir aussi dynamiques dans la réaction. Voilà, même après mener, ils n'ont pas baissé les bras. Ils les ont écrasés, concassés. Alors, ce n'est que la Géorgie, mais fallait le faire. Et ils l'ont fait. Donc, chapeau. Vivement le prochain tour. Franchement, je suis vraiment ultra impatient de voir cette Espagne-Allemagne qui va être absolument stratosphérique comme match, je pense. Parce que je pense que l'autre meilleure équipe de l'Euro depuis le début, c'est l'Allemagne, finalement, en fait. Donc non, vraiment très bien. Voilà, j'ai vraiment hâte de le faire, de les voir. Voilà. Bah après, bah justement, ce soir on va faire un tout petit Buonasera Calcio, parce que ça c'est bon. Il y a eu que 3, enfin pas 3, mais 2 ou 3 jours de huitième de finale, donc c'est pas non plus fou. Le France-Belgique était pas extraordinaire. Je pense sincèrement que les quarts de finale vont vraiment être très très élevés, hein. L'Angleterre-Suisse va être palpitant aussi, pour d'autres raisons que le Espagne-Allemagne, mais l'Angleterre-Suisse va être palpitant parce que l'Angleterre était, justement, on va en parler maintenant, un grand favori, et la Suisse est un outsider qui a un niveau de jeu absolument incroyable. Donc voilà, justement, venons-en à l'Angleterre, où j'ai titré ça, c'est ça l'Angleterre, pour l'interrogation, parce que c'est incroyable en fait. Comment dire, le niveau de l'Angleterre de cette année, et là contre la Slovaquie, c'est complètement fou. Je veux dire, ils ont strictement rien fait. Alors oui, ils ont dominé, on va dire, au niveau territorial, effectivement. Excusez-moi, je bois un petit coup. Territorial. Effectivement, ils ont dominé. En termes d'occasions, oui, ok, mais c'est des petites occasions, hein, c'est même pas des occasions très très franches. Ils ont aussi dominé, mais les Slovaques ont, eux, assumé complètement leur façon de jouer, ont été en plus très dynamiques, hein, dans leur façon de jouer. C'est pas seulement mettre le but, c'était aussi être un espèce de porc-épic au milieu du terrain, aller gratter des ballons et ensuite se projeter très rapidement, et ça a fonctionné fantastiquement sur le premier contre en première mi-temps. Donc voilà, non, c'était une sacrée équipe slovaque. Et puis voilà,
D'ailleurs, c'est une discussion, hein, style, comment il s'appelle? Bellingham, il a été élu homme du match. Le gars n'existe pas pendant 95 minutes, hein, très clairement. Il fait un match, mais lambda, Bellingham, mais vraiment, hein, rien de spécial, aucun éclair de génie, que dalle, vraiment une qualité technique moyennasse, rien de spécial. Et puis, ok, il te met un retourné à la 95e minute, à 7 secondes de la fin du match. Bon, ok. Et pour ça, tu le mets homme du match. Alors qu'en face, les Slovaques, il y a des joueurs qui ont fait des matchs incroyables. Et c'est ça le problème du football actuel. Je réagissais à ça sur Twitter. C'est vraiment... Effectivement, le football actuel, et il y a un biais sur comment est-ce qu'on l'analyse, en fait, où, encore une fois, la réalité est fifaisée. C'est-à-dire que le jeu électronique, on va dire, le gaming a pris le dessus sur la réalité du football. La réalité du foot. Effectivement, quand je jouais à PES ou quand tu joues à FIFA, celui qui marque surtout un but décisif, c'est lui qui a l'étoile ou c'est lui qui est élu homme du match. Mais ça, c'est dans un jeu. C'est pas dans la réalité. Dans la réalité, le meilleur joueur du match, en fait, c'est pas forcément celui qui marque. On va pas dire que ce soir, le meilleur joueur du match est Randal Kolo Muani, quand même. On va pas déconner à ce point-là. Ou Vertonghen, tiens, pourquoi pas, vu que c'est lui qui marque. Mais, donc, je sais pas, c'est pas ça le foot. C'est pas du tout ça le football. Bellingham a fait un match de merde. Retourné ou pas retourné, Bellingham a fait un match de merde. D'ailleurs, je vais aller même plus loin que ça. Bellingham a fait un euro de merde. Et d'ailleurs, je vais même encore aller plus loin que ça, il n'a pas forcément fait une très bonne fin de saison. Et pourtant, il y a de très grandes chances qu'il gagne le Ballon d'Or. Alors que, honnêtement, Bellingham ne fait pas une fin de saison, on va dire, les 3 derniers mois, excepté courir un peu dans le vent pendant toutes ces finales toutes ces derniers tours de finale de Ligue des Champions, pardon, donc les tours finaux de Ligue des Champions. On le voyait pas exister dans le jeu, en fait. Il n'existait pas. Effectivement, en revanche, il a donné de sa personne. Il a beaucoup couru. Enfin bon, c'est un joueur de foot, payé 20 millions d'euros par saison, qui joue au Real Madrid. J'espère quand même que quand il est pas bon, il court. Faut pas déconner. Bah après, c'est vrai, on peut se poser la question, hein. Non, mais parce que c'est, par exemple, Eden Hazard ne le faisait pas. Kylian Mbappé, peut-être qu'il va pas le faire. Donc, c'est possible. Effectivement, on peut se poser la question. Bah, au moins, Bellingham, c'est vrai, il a la décence de courir. Mais il est quand même payé 20 millions pour ça. Et on croit que c'est devenu un buteur. Bah non, c'est pas devenu un buteur. Et donc voilà. Donc, effectivement, malheureusement, le football a vraiment un biais à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est compliqué, moi, je trouve, d'évaluer. En fait, si vous voulez, quand on discute de football maintenant, c'est assez complexe de trouver des gens qui regardent le football pour ce que moi je considère qu'il doit être, c'est-à-dire un jeu collectif. Et quel est le meilleur joueur? C'est celui qui bonifie le jeu des autres, pour moi. C'est comme ça que ça doit être, en fait. Je sais pas, on peut pas considérer que Zidane ait été un grand buteur, par exemple. On va prendre Zidane parce que ça parle aux francophones. Donc on peut pas considérer que Zidane ait été un grand buteur. Pourtant, très souvent, et tout le monde considère que c'est le plus grand joueur français avec Platini. 13 buts en équipe de France, Giroud en a marqué 44, par exemple. Donc, c'est pas le but qui crée ce genre de choses. C'est pas non plus la passe décisive. Si vous croyez que Zidane, il a 150 passes décisives, c'est pas vrai, en fait. C'est juste que Zidane, il a peut-être, en revanche, 200 ou 300 avant-dernière passe qui brise le bloc. En fait, c'est ça qu'on cherche. C'est exactement pareil que Pirlo. Pirlo, c'est pas ses passes décisives ou ses buts qui marquent le jeu. Pareil pour Modric. Modric, c'est pas ses buts et ses passes décisives. Ce sont comment est-ce qu'ils arrivent à bonifier les joueurs qui sont autour. Et c'est ça, en fait, qui fait le truc. Et Rodrigo, qui s'appelle Rodrigo d'ailleurs, se place exactement dans ce type de joueur. C'est-à-dire, qui sont les joueurs qui bonifient les autres. Manchester City sans Rodri, quand on l'a vu le début de saison, quand il était un peu blessé, etc., là, il faisait son burn-out, en fait, ça tournait pas du tout. Ça a recommencé à tourner quand Rodri est revenu. Alors que t'as toujours tes stars, les Erling Haaland, les Médé, etc. Et pourtant, ça tourne pas. Parce que si t'as pas Rodri, ça tourne pas, en fait. C'est comme le Paris Saint-Germain avec ses superstars et puis ton milieu de terrain en bois. Ça tourne pas. Ça peut pas tourner. C'est comme ça.
C'est la vie, c'est comme ça. Ou alors, des fois, tu as des défenseurs qui sont extraordinaires et qui réussissent à eux seuls à influencer complètement l'état d'esprit de l'équipe. Il y en a eu quelques-uns, il y en a encore quelques-uns. Van Dijk, quand il était vraiment au sommet à Liverpool, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 1 an et demi. Ça ne change pas qu'il avait un impact global sur l'équipe. Il les faisait jouer plus haut, avec plus de confiance. Il coupait les trajectoires. Il n'avait jamais besoin de tacler. Il était là où il fallait être en permanence. Il cassait toutes les actions offensives adverses. C'est ça, être le meilleur joueur d'une équipe. C'est pas marquer un but. Marquer un but, c'est juste, t'es le finisseur. C'est comme si tu disais que le serveur dans un restaurant 3 étoiles, c'était lui le plus important parce que c'est lui qui posait l'assiette sur la table. Mais n'importe quoi. Donc voilà, c'est ça un petit peu. Moi, j'avoue que cette discussion sur Bellingham, il a été élu homme du match pour son retourné, mais c'est nul en fait. Franchement, c'est nul et ça dessert le football en fait. Ça dessert la perception que les gens ont du football, de ce que ça devrait être en fait. Donc voilà, moi j'avoue que, alors peut-être c'est une vision, je sais pas, à l'ancienne, mais le football il a pas changé. Les lois du jeu elles ont pas changé. Il y a, comme disait Mbappé, le football il a changé. Non, le football il a pas changé. La perception des gens a changé peut-être, mais le football c'est toujours la même chose. Hein. Si t'as pas un milieu de terrain qui court, si t'as pas un défenseur qui sait où se placer, qui intervient quand il faut intervenir, t'as beau avoir le meilleur attaquant du monde, tu gagneras jamais rien. Je te le dis, c'est sûr et certain. C'est pas les attaquants qui te font gagner des matchs, c'est les défenseurs et les milieux de terrain. Et les goals. Franchement, les gardiens de but dans les années 80, 90, 70, même un peu 2000, mais en 2000 ça a commencé à changer. Si t'as pas un bon gardien de but, oublie, tu gagnes pas. C'est impossible. Mais ça n'existe pas. Tu ne peux pas gagner avec un mauvais gardien de but. Ça n'existe pas. Si t'as pas un bon gardien de but, tu gagnes pas. Et d'ailleurs, l'Angleterre, c'est l'exemple numéro 1, je pense. Pickford, il est gentil, hein. Et encore, il est même pas gentil. Quand tu vois le tac qu'il met à Van Dijk, par exemple, où il lui rompt les ligaments croisés, non, il est pas gentil. C'est un espèce de... Ce qui me fait penser au gardien de Lyon, Lopez. Donc voilà. Mais en plus, il est pas bon, tout simplement. C'est pas le pire des gardiens qu'on ait eu, mais c'est pas du tout un gardien de haut niveau. Pas du tout. En même temps, les Anglais n'ont jamais su fabriquer des gardiens, mais... Quand même, terminer avec Pickford, ça fait mal. Hein. Quand t'as connu Seaman, c'était pas un super gardien, mais quand même, il avait quand même un peu de classe, de prestance. Pickford, je sais pas. Bon, bref. Donc voilà, en tous les cas, c'est ça l'Angleterre, parce que vraiment, encore une fois, pas de plan de jeu, rien. Personne sait ce qu'il a à foutre dans cette équipe. Le sélectionneur est en dessous de tout, mais vraiment en dessous de tout. Hein. C'est hallucinant. Tu sais pas ce qu'ils font. Tu ne sais absolument pas c'est quoi leur plan à eux. Il y a rien qui est cohérent, rien. Les changements sont pas cohérents. Ici, en fait, il ajoute des attaquants et t'as l'impression que les attaquants qu'il ajoute, ils savent même pas où ils jouent. Enfin, il est terrifiant, Southgate. Hein. Southgate, c'est un charlot. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Il est là parce que, je sais pas, il présente un peu bien. Je sais pas. Je peux pas te dire. Mais vraiment, c'est un charlot. Je pense que là, on est tous carrés. Il a quand même un matos de dingo, à part en défense où c'est pas terrible. Mais bon, t'as quand même Stones. Après, Walker. T'as Stones et Walker. Normalement, ça doit être pas trop mal. Après, à gauche et l'autre défenseur central, j'avoue, c'est moins facile. Le goal, c'est moins facile. Mais après, milieu de terrain, quand même. Milieu de terrain. Phil Foden, Declan Rice, des gars comme ça. Kobe Mainoo. Et en attaque, t'as Saka, tu peux avoir Harry Kane, etc. Non, tu peux pas présenter un jeu comme ça, en fait. C'est encore pire que la France, hein. Ils ont plus de potentiel offensif. Ils font pareil. c'est nul. Donc voilà, franchement, c'est pire que la France. C'est vraiment pire que la France. Ils n'ont pas de Kylian Mbappé, mais ils ont beaucoup de Kylian Mbappé qui sont tout aussi nuls. Donc voilà. Bref, écoutez, voilà, je vais terminer là-dessus sur ma déception quant à l'Angleterre, ma déception, quant à la France et à la Belgique. Et puis voilà. En revanche, mon admiration. On va dire contrainte et forcée de l'équipe d'Espagne qui est de très très loin la meilleure équipe de cet Euro, qui probablement va le gagner, et excepté peut-être que l'Allemagne va l'arrêter. Mais voilà, moi j'ai hâte de voir là dans 30 minutes le Portugal jouer, parce que le Portugal m'a beaucoup déçu dans le premier tour.
Ça tournait pas vraiment, c'était pas terrible, on va voir. Bon, c'est toujours pas un gros test, mais là, c'est une élimination directe. On va voir un petit peu l'ambition qu'ils ont. Bon, je suis pas convaincu par Martinez, mais on va voir. Et voilà, donc ça va être intéressant de voir jouer le Portugal. Et puis les quarts de finale vont être vraiment excitants. Et d'ailleurs, pour l'Angleterre, très honnêtement, hein, c'est vraiment pas gagné de jouer contre la Suisse. La Suisse a une très très bonne équipe. Et franchement, Yakin fait un super boulot. Alors, il fait son boulot à son style, hein, c'est-à-dire que il ne fait jamais le même 11 titulaire. Il change tout le temps. Et je crois que ça fait, je sais plus, presque 30 matchs d'affilée qui fait ça. Donc déjà, les joueurs sont au courant. Il s'adapte à toutes les équipes qu'il rencontre, justement, et c'est pour ça aussi. Il permet aussi à son équipe d'être très très ambitieuse physiquement dans le pressing, le contre-pressing, etc. Parce que comme il fait tourner énormément de joueurs, en fait, il joue à 23, lui, il joue pas à 11 comme Didier Deschamps. Didier Deschamps, quand même, le mec, depuis le début de la compétition, fait 2 changements à chaque match. Donc on a droit à 5, 6 si tu vas en prolongation. Lui, il en fait 2 tout le temps. C'est comme Jürgen Klopp et Pep Guardiola qui gueulent parce que la saison est trop longue et qui ne font jamais de changement avant la 70e et il fait toujours les mêmes et il en sort que 2. Ils me rendent dingue ces gars-là parce qu'en fait, tais-toi. Tu me dis que t'as pas, c'est trop long, t'as un banc à 1 milliard d'euros. Et t'arrives pas à faire 6 changements dans ton match. Non mais je sais pas moi, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise là, Guardiola, en fait, réveille-toi quoi. Donc voilà, bon, c'est exactement la même chose. Didier Deschamps, s'il nous dit que oui, mais les titulaires sont fatigués, il faut se reposer, mais en fait, fais tourner quoi. T'as un banc, peut-être pas, t'as pas le banc de Manchester City, mais t'as quand même un bon banc. Fais tourner, fais rentrer, tu vois, t'as des gars physiques qui peuvent mettre de l'impact en deuxième mi-temps. Donc je sais pas, bref. Enfin voilà. Donc l'Angleterre, eux, ils ont fait tourner le match contre la Slovaquie, mais bon, c'était un peu du sauf qui peut plutôt que de la rotation, on va dire, de la rotation pensée, réfléchie. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, une très très bonne continuation d'Euro. On se retrouve donc lundi prochain. Il y aura eu des super quarts de finale et on aura probablement, alors je sais pas si on aura toutes les demi-finales, je vais pas regarder exactement le calendrier de l'Euro, mais en tous les cas on aura des enseignements très très forts sur ce qui s'est passé. Et allez les Bleus, alors Kif Kony, merci, et puis je suis content que tu supportes ton équipe nationale, même très très loin comme ça, mais franchement, je veux bien les supporter, mais c'est vraiment horrible, franchement. Même si on gagne, je crois qu'en fait, Dédé, dans sa tête, il s'est dit, tu vois le Portugal en 2016 ? Je vais faire la même. Je m'en fous, je fais la même. Et je sais pas qui c'est qui va marquer, mais je sens bien un vieux but moisi en prolongation de Kolo Muani en finale contre l'Espagne. Tu vois, un truc dans le genre. Parce que c'est vraiment ça. Il a envie de le refaire à l'envers, mode Portugal, là, à tout le monde. C'est horrible ce qu'on voit. Mais bon, bref. Bon, je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore d'avoir été là. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine, qui sera l'avant-dernière émission de Buenos Aires Calcio de la saison. Parce qu'on va se quitter pour cette saison 2 de Buenos Aires Calcio. On va se quitter, bien sûr, le 15 juillet. Date du lendemain de la finale de l'Euro, 14 juillet donc. Et puis on prendra quelques petites vacances méritées avant de repartir de plus belle au mois d'août. Donc on verra mi-août peut-être. Et de continuer, de reprendre un petit peu l'actualité du football européen. Voilà. Écoutez, à la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'être encore là. Et n'oubliez pas. Ciao ragazzi. Ciao ciao.